Ok, bonsoir à tous. Merci. Déjà, merci au Mashup de m'avoir invité et de nous avoir invités avec tous nos amis nomades. Donc l'idée ce soir, c'est de vous parler de digital nomadisme. Donc avant de commencer, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui connaissent le digital nomadisme? Très bien, ok. Ok, top. Et est-ce que ça vous parle un peu tout ce qui est monde startup, entrepreneuriat, digital, tech? Pareil, Ok, cool, trop bien. Ok, donc du coup on va vous parler de digital nomadisme. Donc le concept, c'est de se dire qu'on travaille sur Internet uniquement à distance, et donc on a l'opportunité en fait de ne pas se rendre dans un lieu au quotidien, que ce soit un bureau ou là où on souhaite travailler. Donc on peut en profiter en fait pour voyager partout dans le monde. Donc c'est un peu le concept, on va dire vague du digital nomadisme. Pour être digital nomade, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ce soir, on a à peu près toutes les personnes qui sont représentées pour devenir digital nomade. Donc, on a Lucille qui n'est pas encore là. Salut Lucille, elle est là. Qui est employée. Et donc, en fait, elle travaille dans une boîte qui est complètement globalisée, qui est née globale, qui est née distribuée, qui n'a jamais eu de bureau. Et aujourd'hui, ils sont à peu près une cinquantaine répartis dans 20 pays. Donc ça marche aussi d'être salarié, c'est possible. On a Arthur qui est là aussi et qui est entrepreneur. Je fais peut-être la présentation à votre place, mais on la fera un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc Arthur est entrepreneur et du coup il a sa boîte et il en profite pour créer sa boîte en tant que digital nomade, donc avec lui et ses employés qui n'ont pas de bureau pareil. Et moi je suis freelance. Et donc en fait j'ai tous mes clients je les ai à distance et donc du coup je peux travailler avec eux tout en voyageant. Donc voilà, pour vous dire un peu plus sur mon histoire, donc j'ai jamais vraiment rêvé d'être digital nomade, c'était pas un rêve d'enfant. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants parmi vous dans la salle. Et en fait, quand j'ai un parcours assez classique. Au lycée, j'avais des notes plutôt correctes, donc j'ai eu un bac avec une mention plutôt correcte et j'ai intégré une école de commerce correcte. Et c'est là en fait où tout est correct dans ma vie, jusque-là. Et c'est là où les choses ont commencé à un peu se corser parce que j'ai commencé à réfléchir sur mon avenir professionnel, ce que j'avais pas fait depuis le début, parce qu'en fait j'ai intégré mon école de commerce, c'était plutôt un non-choix, c'était de me dire que ça me gardait le plus de portes ouvertes pour l'avenir. Et à ce moment-là, en fait, en école, on nous demande de faire des stages. Et là, ça a été compliqué pour moi. J'avais vraiment, soit je trouvais pas de stage, soit j'ai trouvé au dernier moment. J'ai été viré plusieurs fois de mes stages, et je me suis dit que si j'arrivais pas à tenir quelques semaines ou quelques mois dans une entreprise, comment j'allais faire pendant les 40 prochaines années de ma vie. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu aux alternatives du travail classique, on va dire, dans un bureau, et j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat des startups. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui, et j'avais jamais entendu le mot startup quand j'avais 21 ans. Et du coup, je me suis dit que ça avait l'air top. Et quand j'ai commencé à découvrir des entrepreneurs, je me suis dit que j'allais devenir entrepreneur moi-même. Et j'ai monté ma boîte quand j'étais encore étudiant. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai appris énormément de choses. C'était une expérience incroyable. Mais au bout d'un an, on a décidé d'arrêter avec mon cofondateur. Et je suis parti directement à San Francisco. Parce qu'en fait, je voulais être tout simplement sur place, là où je me suis dit que c'était le plus intéressant au niveau entrepreneurial, d'apprendre des meilleurs. Et je suis entré dans une boîte qui était incroyable, qui avait levé des millions de dollars et qui avait une équipe super impressionnante. Donc j'apprenais au quotidien. Chaque personne en fait dans l'équipe était vraiment hyper talentueuse. C'était un plaisir de travailler avec ces gens-là. Mais la seule chose qui était un peu délicate, c'est qu'on travaillait à 15 heures par jour, le week-end inclus. Et pour la petite anecdote, je me rappelle un jour, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit aujourd'hui je travaille pas, c'était un jeudi. Et il m'a dit bah si, et je lui ai dit écoute, ça fait 17 jours d'affilée que je travaille non-stop. 15 heures par jour, on se couche à minuit, 1 heure, donc aujourd'hui je travaille pas et je te laisse pas le choix en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que ça m'intéresse, peut-être que le côté entrepreneurial, création, créativité m'intéresse, mais de jouer au jeu, on travaille 15 heures par jour pour être potentiellement valorisé des milliards et être millionnaire, ça m'intéressait plus parce que je me reconnaissais plus dans ce mode de vie-là en fait. Et du coup, je suis rentré en France, à Paris, et j'ai commencé à m'intéresser à un peu plus loin que la sphère entrepreneuriale et j'ai découvert les digital nomades. Et je me suis dit que c'était parfait pour moi parce que ça réunissait toute ma passion entrepreneuriale et de création et aussi le côté liberté que je retrouvais plus dans les startups en fait, où finalement je me suis retrouvé un peu enfermé
à être en t-shirt et short, à tutoyer mon boss, mais ça changeait pas grand-chose au niveau personnel dans ma vie en fait, professionnelle, pardon, pas perso. Et donc je me suis dit ok, je veux me lancer en tant que digital nomade, ça a l'air incroyable. Et à ce moment-là, en fait, je me suis entouré de digital nomades. J'ai créé un podcast qui s'appelle le Nomad Show pour discuter avec un maximum de nomades, les rencontrer et comprendre bien ce mode de vie-là. Et ça nous amène à peu près à l'année dernière où je me suis lancé en tant que digital nomade freelance. Et depuis, j'ai commencé à pas mal voyager. Je travaille avec mes clients qui sont souvent en France, souvent à Paris, mais moi je travaille à distance, donc je voyage un peu partout. Et voilà un peu mon histoire qui nous ramène à Nantes aujourd'hui avec vous. Donc voilà pour l'introduction sur le nomadisme et l'histoire, mon histoire un peu perso. Au-delà de ce soir, je pense que j'ai l'impression que ce qui est intéressant aussi, au-delà de parler de nomadisme, c'est aussi de parler de choix de vie, de choix personnels, de volonté personnelle, parce que le nomadisme c'est bien, ça parle peut-être pas à tout le monde ne veut pas forcément être nomade, mais c'est vraiment mettre le point sur l'accent sur le why, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions personnelles et professionnelles, vraiment les peser, réfléchir à ce que ça va nous apporter dans le futur et pas prendre ses décisions à la légère, donc vraiment réfléchir à son why, trouver sa passion. Et ça passe pas forcément par le digital nomadisme, mais c'est important on passe énormément de temps au boulot et c'est important de se sentir bien dans le boulot, donc c'est au-delà du nomadisme, prendre des choix perso, donc bien réfléchir à son pourquoi et ce qui nous anime dans la vie, quoi. Est-ce que c'est bon? C'était bien? Ouais. Merci. Du coup, je vais appeler avec moi Arthur, Stéphane et Lucille. Ok. Du coup, Arthur, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je peux me présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arthur, j'ai 27 ans. Comme Adrien l'a dit, j'ai fondé une start-up qui s'appelle Nomad House. Donc on voyage à travers le monde avec des digital nomades. Donc je suis en charge de m'assurer que les gens ont accès à Internet, ont accès à une villa ou une accommodation, comment on dit? Accommodation. Qui ont accès à donc, tout ce qui est villa, coworking, s'occuper que tout le monde passe du bon temps. Et en gros, on est une équipe de 3 personnes maintenant qui s'occupent de gérer ce genre de voyage autour du monde. Et ça fait 3 ans que je suis digital nomade, commencé en tant que développeur, donc c'est un peu plus simple. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à créer ça et ça a plutôt bien marché. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir invité. De rien. Et Stéphane, tu es anthropologue. Ouais. Il va falloir nous éclairer là. Bonsoir, anthropologue, les gens connaissent à peu près, je pense. C'est un peu la science humaine, on va dire. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Donc, effectivement, j'ai un point commun avec le nomadisme parce que je me suis pas mal spécialisé sur ces questions-là, ce qui m'a conduit aujourd'hui à diriger une entreprise et qui continue à travailler sur les questions de nomadisme, à tel point que mon entreprise est hébergée dans un garage automobile. J'ai 2 bus qui sont aménagés pour me permettre d'aller à la rencontre des gens et de les embarquer avec moi pour justement les questionner, les observer en situation de mobilité. Et puis après, je ne suis pas digital nomade. Je suis nomade, mais pas encore digital, en tout cas. Et je le vis pas forcément toujours comme un choix. Et même, je trouve ça admirable d'ailleurs de pouvoir le choisir. Mais moi, je le vis aussi beaucoup comme une contrainte. Parce que quand on voyage et quand ça devient notre quotidien, ça finit par être quelquefois un peu fatigant. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Et toi, Lucille, présente-toi. Alors du coup, moi c'est Lucille, j'ai 25 ans et depuis 1 an, je travaille pour une boîte qui s'appelle Doist. Et donc vous connaissez peut-être Todoist, qui est un des produits de Doist, et donc qui est une application de gestion de tâches. Et en fait, la particularité de notre boîte, c'est qu'on est 50 répartis dans le monde, donc dans une vingtaine de pays différents, je dirais, et qu'on a 0 bureau.
Et donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je suis digital nomade aussi. J'ai pu, dans la dernière année, travailler en Asie, en Grèce, au Portugal, en Espagne. Et je compte bien continuer à travailler dans d'autres pays. Merci. Du coup, le débat se veut très interactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement à lever la main et on viendra vous déposer un micro. Pour commencer, est-ce que peut-être on peut déjà expliquer qu'est-ce que le digital nomade finalement, la différence entre digital nomade et le nomadisme? Je dirais que c'est quelque chose qui est assez dur à synthétiser en quelques mots. Digital nomade, on peut très bien mettre quelqu'un il y a beaucoup de gens qui sont expats depuis 5 ans et qui se considèrent digital nomades, des gens qui ne sont pas dans leur propre pays qui se considèrent digital nomades, des gens qui voyagent le monde tous les mois qui se considèrent digital nomades. Donc c'est vraiment un terme assez global et qui regroupe plusieurs types de digital nomades, je dirais. Donc par exemple, il y a les gens qui sont ce qu'on appelle location independent, donc des gens qui ont la possibilité de travailler où ils veulent, quand ils veulent. Ils n'ont pas de contraintes. Par exemple, être à Paris pendant 1 mois, ils peuvent vraiment soit être 1 mois dans une destination ou être 6 mois dans une destination. Après, on a des digital nomades qui voyagent de plus en plus, c'est-à-dire tous les mois qui sont sur la route, sur des nouvelles destinations. Donc c'est vraiment, je dirais la plupart du temps, c'est souvent des freelances qui sont, je dirais la plupart du temps, il y a beaucoup de développeurs qui font ce genre de métier parce que c'est quelque chose qui est assez facile à switcher par rapport à un monde un peu classique en tant que start-up, parce que c'est déjà un petit peu dans l'état d'esprit. On n'a pas besoin d'être entouré de gens quand on est développeur, on peut très bien développer par soi-même. Donc ouais, il y a vraiment tout type de, je dirais, freelance, remote worker comme Lucille, des gens qui ont des business aussi, qui travaillent et qui voyagent à travers le monde. Donc je dirais c'est assez variable et c'est assez dur de dire bah voilà, un digital nomade aujourd'hui c'est ça et ça bougera pas. C'est vraiment chacun a un petit peu sa propre définition de digital nomade. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les 100 bureaux fixes? Alors peut-être que Stéphane, ça te... Juste peut-être avant sur la première question, Ouais. qui était c'est quoi le digital nomade? C'est une conséquence. Hein. Le digital nomade, c'est une conséquence d'une société qui s'est largement mondialisée. Et je pense que c'est important de remettre ça dans un contexte. C'est vrai que et le nomadisme a toujours été structurant à nos sociétés, au sens où on était des chasseurs-cueilleurs et on a inévitablement été conduits à bouger. Ne serait-ce que pour se structurer, et notamment l'agriculture a permis de construire la société, etc. Je la fais pas, hein, je la fais très court, mais vous inquiétez pas, restez là. On n'est pas là pour parler salade. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que le nomadisme n'a pas toujours été motivé par le choix. Ça a été aussi, et c'est encore aujourd'hui une contrainte. C'est encore une contrainte, ça peut être notamment les réfugiés climatiques, qui n'ont pas d'autre choix que de bouger pour pouvoir survivre. C'est les réfugiés politiques. Et puis c'est aujourd'hui une société qui veut qu'on soit de plus en plus flexible. Et notamment, en raison de la mondialisation, on nous parle aussi de travailleurs détachés, par exemple. Vous l'avez entendu. Donc c'est quoi un travailleur détaché? Un travailleur détaché, par exemple, à Saint-Nazaire, pas très loin d'ici, il y a un certain nombre de bateaux qui sont faits grâce à une main-d'œuvre qui est tout aussi qualifiée, mais qu'on va chercher, par exemple, dans des pays de l'Est, parce que les coûts salariés sont moindres, et donc on va les inviter en fait à venir se déporter sur un territoire qui va le leur. Et là, de fait, ils deviennent implicitement des digital nomades. Pourquoi? Parce que le seul relais ou le seul lien qui leur reste avec leur famille, c'est le digital. Idem pour les réfugiés, par exemple. Moi, j'ai fait une étude à Grande-Synthe. Grande-Synthe, c'est juste à côté de Calais, où il y a des camps de migrants. Là, c'est des camps de digital nomades, hein, si tu veux aller par là. Car on voit bien que leur seul souci, c'est de pouvoir se connecter pour rester reliés au monde. Donc il y a une version, je dirais, positive, optimiste, et puis il y a une version sous contrainte. Et l'autre contraction de nomadisme, c'est bien entendu le fait que notre société, elle s'est mondialisée, et que donc l'offre de services numériques, en raison de sa digitalisation, mais également en raison de l'offre de déplacement, bateau, avion, permet aujourd'hui de pouvoir concilier à la fois l'accès au digital et en même temps l'accès à des moyens de transport qui permettent de circuler autour du monde. Voilà. Très bien. C'est beau. Du coup, Lucille, est-ce que tu peux nous expliquer toi, ce que c'est une boîte en remote? Du coup, une boîte en remote, par définition, c'est une boîte qui n'a pas de bureau.
Et donc il y en a plusieurs qui sont connus. Je ne sais pas tout à l'heure si Adrien a mentionné Buffer, par exemple, qui est connu pour être en remote, Basecamp aussi. Et le but, en fait, d'une boîte en remote, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Un des avantages à la base qu'ont les employeurs, c'est de pouvoir aller chercher des talents dans le monde entier. En fait, on n'est pas limité par une question de frontières ou de visa, de devoir venir aller chercher certaines personnes. Donc déjà, il y a ce côté-ci. Et puis après, je pense aussi, c'est pour les employeurs aussi, et nous, on le voit au jour le jour, c'est qu'on a des employés beaucoup plus productifs, déjà parce qu'ils sont contents. Donc ils sont en général, quand ils peuvent organiser leur travail comme ils veulent, ils sont heureux. Et en plus de ça, donc on peut s'organiser autour des moments où on est le plus productif dans la journée. Donc ce qui fait qu'au lieu d'être coincé au travail de 9h à 18h par exemple, et après le déjeuner de ne pas être productif mais de devoir rester devant son ordinateur, on peut après le travail aller faire du sport, aller faire autre chose et reprendre quand on est productif. Donc c'est vraiment une manière de travailler, je dirais, qui est gagnante et pour les employeurs et pour les employés. Est-ce que tu as déjà été salarié dans une boîte qui n'était pas en remote du coup Oui, j'ai été salariée dans une boîte, dans une agence avant, parce que j'ai fait 2 ans en alternance. Et donc j'ai connu l'open space, donc Slack, pour ceux qui ne connaissent pas Slack, donc c'est un outil de communication interne qui a la fâcheuse tendance à envoyer des notifications en permanence toute la journée. Donc aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à retourner dans une entreprise normale, on va dire. D'accord. Et du coup, tu n'as pas de bureau fixe, si on peut rebondir là-dessus. Comment ça se passe? Où est-ce que tu travailles en règle générale? Je travaille de chez moi et dans un espace de coworking. Donc l'avantage, c'est que l'entreprise veut qu'on soit bien au travail aussi. Donc on a la possibilité de prendre un espace de coworking. Et comme ça, j'ai aussi le côté social qui est vraiment très important. Parce que quand on travaille de cette manière, un des risques, c'est de travailler tout le temps en fait. D'en oublier, de rencontrer d'autres gens, de sortir de chez soi. Et donc l'espace de coworking, c'est une bonne alternative pour pouvoir voir d'autres personnes et puis discuter, prendre des pauses dans la journée, etc. Ok. Et du coup, c'est même peut-être revenir sur le sans bureau fixe ou expliquer ce que c'est et si en France et dans le monde, comment ça se passe. Oui, bon, effectivement, je pense que là encore, ça correspond aussi à des grandes tendances. C'est vrai que la mobilité est exponentielle. Et on voit en plus de ça, en raison de la mondialisation encore, que les sièges ou les entités sont de plus en plus éclatées. À cela, on voit aussi une montée très forte d'une forme d'individualisme, ou en tout cas une volonté d'avoir plus de liberté, mais qui peut conduire à une forme d'individualisme aussi, parce qu'on peut complètement se déconnecter de collectifs, d'où l'idée aussi de recréer des hubs, des sortes de hubs, qui font que, quelque part, on n'est pas complètement déconnecté de nos salariés, où on se retrouve de nos collègues, etc. On se retrouve ponctuellement. Alors après, le bureau sans domicile fixe, le SDF en fait, c'est bien entendu une liberté qui nous est offerte en raison du fait que l'activité qu'on exerce le permet. C'est beaucoup plus difficile pour un soudeur quand même. Je vous alerte là-dessus, quoi. Si vous voulez être soudeur et sans domicile fixe, donc ça correspond quand même aussi à un format ou un type d'activité. Et l'autre caractéristique, moi, qui me semble être importante aussi là-dedans, c'est le fait que ce que je vois à travers ces phénomènes, que ce soit les personnes qui ont cette liberté de pouvoir aller travailler ailleurs ou dans plusieurs sites, ou les digital nomades, c'est une forme de contre-culture que je trouve intéressante, moi, anthropologiquement, en tout cas. C'est une manière de résister à une société qui finit par nous avoir trop institués, trop figés. Et donc, c'est une forme de résistance qui montre que le travail n'est pas forcément asservissant, mais que, justement, cette liberté que procure, je dirais, la possibilité de pouvoir l'exercer dans plusieurs lieux à la fois, est une forme d'émancipation. Et c'est à ce titre-là que moi, ça m'intéresse anthropologiquement. Du coup, on parlait aussi de solitude. C'est un peu la face cachée en fait du digital nomade. Est-ce que comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que vraiment vous êtes seul? C'est déprimant si on parle de ça tout de suite.
Ouais, c'est en partie pourquoi j'ai créé Nomad House aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es excité la première année, tu te dis ouais, je vais voyager le monde, c'est cool, je vais rencontrer plein de monde, etc. Mais au final, non, tu travailles 14 heures, tu es dans ton coworking, il n'y a personne, et tu essayes de communiquer avec les gens. Ton anglais, au début, il est très moyen, du coup, tu es un petit peu largué, donc c'est des choses qui vont très vite et tu t'en rends pas forcément compte dans la journée. C'est-à-dire, tu te dis pas si je travaille là pendant 6 mois, je vais être forcément avoir ce ressenti de solitude ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi à cause de ça que j'ai commencé à créer Nomad House, où je peux me permettre voilà, il y a des gens qui sont du même type que moi. J'ai pas besoin de réexpliquer sans cesse à mes amis, ah bah oui, là, je suis en Grèce, je travaille, t'inquiète pas, je vais faire les choses. Donc c'est un peu tout ce genre de choses que peut apporter, comme l'a dit Stéphane, des hubs ou même des communautés à travers le monde qui permettent de recréer ces liens un petit peu sociaux qu'on perd quand on commence à voyager, quoi. Vous faites partie justement de communautés spécifiques. Ouais, bah, comme Arthur l'a dit, il y a pas mal de communautés qui se créent autour du digital nomadisme parce que forcément, du coup, ça applique pas mal de solitude. Enfin, c'est compliqué d'emmener tous tes potes en voyage quand tu pars 6 mois à l'autre bout du monde. Ce serait cool. Donc, du coup, ouais, on essaie de se regrouper et de s'organiser en communauté pour pouvoir partir tous ensemble ou au moins partager sur la thématique. Personnellement, moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle Mangrove, qui est née en France et qui essaye de se globaliser maintenant. Il y a des hubs à San Francisco, à Berlin. Et l'idée, c'est de se regrouper entre nomades, pas forcément nomades, mais en tout cas autour du futur du travail, sur les thématiques de nomadisme, de digital, start-up, tech, et comment on appréhende le futur du travail. Donc c'est intéressant c'est un peu comme disait Stéphane, en fait, il y a des mouvements un peu d'émancipation, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se reconnaît plus entre communautés. Moi, je suis digital nomade plus que, je sais pas, entre nationalités, par exemple. Enfin, on peut avoir tout de suite des affinités avec quelqu'un qui est nomade à l'autre bout du monde qu'avec 2 Français quand on va croiser un autre Français à l'autre bout du monde, en fait. Donc, c'est intéressant cet effet de communauté où en fait, les liens se font beaucoup plus par ce qu'on est et ce qu'on met en avant que par des anciens critères, en fait. Donc, voilà. Ouais, puis il y a pas mal de groupes Facebook, donc chaque grosse ville digital nomade, c'est-à-dire Bangkok, Chiang Mai, Playa del Carmen au Mexique, Berlin aussi, Lisbonne qui maintenant devient aussi une grosse communauté de digital nomade. Donc il y a aussi Nomadlist, donc nomadlist.com qui est, eux aussi ont comme le disait Lucille, un Slack, donc c'est-à-dire une communauté où chacun peut échanger sur les bonnes astuces sur les villes, etc. Donc c'est vraiment créer toute une sorte de connaissance qu'on peut partager tous ensemble pour éviter de refaire les mêmes erreurs, de tout de suite atterrir dans le bon quartier, donc éviter les genres de choses qui pourraient te causer de problèmes quand tu voyages. Donc il y a énormément de ressources en ce moment et c'est assez facile à trouver. Ça me fait réagir parce que quand je vous écoute, le nomadisme, je dirais historiquement parlant, il n'y a pas de nomadisme sans un moment des camps de base. Et parce que le mouvement, la mobilité fatigue, abîme d'être toujours en mouvement. Et donc à un moment, il faut qu'on refasse le point, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se ressource. L'Oasis, pour les grands nomades, servait à ça. Hein, et c'était le lieu où on se retrouvait, on se ressourçait et on se revitalisait. Ce que je trouve intéressant là, c'est que effectivement, premièrement, c'est pas uniquement le lieu qui est important, mais c'est le lien. Donc c'est cette capacité à créer une interaction entre le lieu et le lien. Et qu'il y a toujours ce souci, en tout cas à un moment ou à un autre, de refaire communauté, de refaire société, je dirais, et pour se retrouver en familiarité avec ses amis, mais certainement aussi pour se ressourcer et pas se disperser, parce que la mobilité, moi pour le vivre, finit quand on est au quotidien dans ces logiques de mouvement, fait qu'on se dilue et on se disperse. Et on a besoin à un moment de se... C'est un peu une pensée fractale, là. On se défragmente, et à un moment, on a besoin de se refragmenter. Ok. Est-ce que... On va essayer de rester positif. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type, chacun votre tour, pour voir si ça se ressemble, même si vous êtes à des endroits du monde différents? Tu peux commencer. Personnellement, j'ai pas de journée type, en fait.
Il n'y a pas de journée type. donc, enfin, j'ai essayé d'avoir. J'en parlais la dernière fois avec des amis et c'est rigolo parce que j'ai essayé de structurer vraiment mes journées avec tout ce que j'ai pu voir sur internet. Je crois que j'ai lu tous les concepts de. La semaine de 4 heures. Ouais, la semaine de 4 heures, Miracle Morning, enfin tous les trucs où on t'explique qu'il faut se lever à 6 heures et boire un jus et faire du yoga. À 6h05 et faire du yoga à 6h13. Et en fait c'est compliqué parce que c'est intéressant, mais c'est hyper dur de le tenir dans la durée. Et en fait, je pense que j'ai jamais vu personne qui appliquait concrètement un programme ou un concept comme ça qui a tenu plus de 2 semaines en fait. Parce que l'intérêt c'est de trouver, enfin quand on est nomade, je trouve l'intérêt c'est de recréer son propre mode de vie. Et moi, ça me convient très bien de pas avoir vraiment de journée type, dans le sens où si je me couche un peu plus tard le soir pour X raisons, je vais décaler ma journée du lendemain un peu plus. Enfin, je vais me lever plus tard. Je veux garder ma nuit entière, et pour être plus efficace le lendemain, quitte à décaler ma journée en fait. Donc, j'ai pas vraiment de journée type, et je fais vraiment au feeling. Quand j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Quand je sens que j'ai pas envie de bosser, je bosse pas et je décale au soir ou au lendemain. Donc, et le résultat, c'est. Mais je travaille bien quand même. Si vous me regardez, mais tout va bien. La presse arrive. Le résultat, c'est pas qu'au final, tu ne bosses plus finalement et que tu te retrouves à faire que des choses que tu aimes et que. Ouais, c'est marrant parce que j'oublie toujours de préciser quand j'explique ça, et c'est la question qu'on me pose, c'est qu'il faut partir du postulat que je travaillais 15 heures par jour avant et que ça a été que c'est super compliqué pour moi de prendre une journée de vacances ou juste d'arrêter de bosser en fait. On a tendance à être toujours connecté, enfin, en tout cas personnellement j'ai tendance à être toujours connecté et toujours avoir envie de bosser, donc j'ai tendance à plus m'écouter maintenant et me dire là je vais prendre 1 heure de pause pour aller méditer ou faire du sport, parce que c'est important aussi de garder une vie équilibrée entre le pro et le perso. Pour rebondir sur ce que tu disais, pareil, j'ai pas forcément une journée type où je me lève à 8h, etc. Mais le fait d'être toujours dans un environnement où je peux choisir, ça me permet d'être plus ou moins productif. C'est-à-dire, je sais pas comment ça se passe, peut-être dans l'air ou j'en sais rien, des molécules qui se baladent ou j'en sais rien, mais ça me donne ce petit plus qui me dit, voilà, je suis productif, j'arrive à me concentrer plus facilement quand je peux choisir l'environnement où j'ai envie de travailler. Par exemple, je commence généralement ma journée plutôt chez moi parce que j'aime bien être tout seul pour commencer ma journée et me concentrer sur les grosses tâches que j'ai par exemple dans la journée. Et puis après, j'essaie de couper ma journée en deux et d'aller soit explorer la ville ou soit d'aller dans un autre café pour pouvoir continuer ma journée, où c'est plus des entretiens téléphoniques ou des choses comme ça. Donc j'ai pas besoin d'être focus à 100%, quoi. Mais c'est tout. Et après, je m'amuse et j'essaie de rencontrer des gens. C'est vraiment essayer de se forcer, même tous les jours, de se pousser un petit peu plus, au lieu d'être feignant et de rester à la maison en disant c'est pas grave, je sortirai demain. Non, essayer d'aller explorer tout le temps et de découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment ce côté qui fait que la journée type, il n'y en a pas trop, quoi. Et toi, Stéphane, du coup, tu es salarié avec un bus? Ouais, non, moi je suis directeur déjà, donc c'est moi qui orchestre l'équipe. Donc j'ai une autre mission, j'ai un autre agenda, je pense, et qui m'est imposé, en fait, qui m'est imposé par le boulot, et je cours après le temps. Donc heureusement, ce travail que je le fais avec passion, mais j'ai un côté il y a presque une pathologie qui a émergé. En gros, je travaille tout le temps, en fait. Donc après, je le fais avec passion. J'insiste là-dessus. J'ai essayé, moi, de demander aux équipes de pouvoir travailler ailleurs. Il y a eu deux types de personnes. Il y a des personnes pour qui ça convient, justement, de ne pas venir au boulot, parce qu'on est dans un garage, et quand on a des scie sauteuses et qu'on doit faire un texte ou un article, c'est compliqué de concilier les genres. Donc j'avais essayé d'éclater un peu les équipes. Et il s'est avéré qu'il y avait des personnes qui ont refusé, qui justement souhaitaient venir au bureau à heure fixe, parce que pour eux c'était structurant. Donc je pense que, et ça c'est important aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à notre capacité d'autogérer et de trouver des espaces de travail qui nous soient adaptés. Donc je pense que c'est le nomadisme, le digital
c'est une des dimensions du travail, mais c'est pas la seule. Il faut aussi respecter les gens qui ont besoin peut-être de cadres et structurants, quoi. Voilà. Et juste pour la question, tu as un bureau dans un garage, c'est un choix? Faut garer les bus, déjà. Ah d'accord, très bien. Donc c'est vrai que déjà, et c'est aussi une question parce que la mobilité, c'est aussi une question de format. Et pendant longtemps, justement pour être mobile, j'ai essayé de faire en sorte que ma vie tienne dans une valise. J'en suis aujourd'hui à 2 bus, 4 voitures, un garage de 700 mètres carrés sur l'île de Nantes, là. Voilà, donc je suis très lourd. Et donc, j'ai du coup hérité d'une inertie qui est complexe, hein, parce que du coup, chaque déplacement nécessite un arrachement qui est compliqué. Et donc, je travaille actuellement à retrouver une forme de légèreté pour justement retrouver une flexibilité, une mobilité. Voilà. Très bien. Et toi, Lucille, du coup, pour ta journée En théorie, moi j'ai une structure, en théorie, parce que là, la respecter tous les jours. En fait, je sais que je suis plus productive le matin et que j'aime bien faire du sport en fin de matinée, donc en théorie, c'est ce que je fais. En début d'après-midi, j'ai tout ce qui est rendez-vous, voir des gens, etc. Et je me remets à travailler en fin d'après-midi. Après, c'est aussi ça, la liberté quand on est nomade, c'est que si on a envie de faire autre chose, quelqu'un nous appelle, etc., c'est aussi de pouvoir, et ce que j'essaye de faire de plus en plus, dire, bon, bah, là, tout de suite, je prends une pause, je vais déjeuner, je vais voir quelqu'un. Et je pense que c'est là où c'est difficile aussi, parce que c'est bien d'avoir un minimum de structure pour être productif, donc apprendre à se connaître, mais c'est aussi important, c'est aussi pour ça que moi j'ai choisi ce lifestyle, c'est de pouvoir avoir aussi cette liberté de changer et de moduler ça. Donc c'est aussi important d'arriver à faire les deux. Après, même la structure, elle va changer d'un mois à l'autre, d'une période à l'autre, enfin, ça dépend vraiment de comment on se sent au jour le jour, donc ça évolue en permanence. Ok, et du coup, une question par rapport à ton entreprise. Est-ce que tu connais tes collègues? Non, je ne les ai jamais vus. Puisque tu les as jamais vus. Alors, je connais mes collègues parce qu'en fait, on se retrouve une fois par an dans un pays. Donc, cette année, c'était en Grèce pendant une semaine, où le but, c'est de faire du team building et des visites, etc., enfin, d'apprendre à se connaître. Après, c'est aussi l'avantage d'être digital nomade, c'est que j'ai voyagé pour voir mes collègues aussi. Donc, j'ai des collègues à Barcelone, j'ai des collègues au Portugal. Et donc, le but aussi, c'est ce qui permet aussi de les rencontrer, c'est de se dire, tiens, c'est une bonne occasion en fait, d'aller travailler depuis là-bas une semaine ou un week-end et de les voir. Ok. Du coup, là, je vous vois tous. Je me pose la question si... Est-ce que c'est une question de génération, en fait, le digital nomade? De rien. Par exemple, pour avoir côtoyé pas mal de digital nomades dans les retraites que j'organise, au début, beaucoup de gens nous demandent c'est quel type de personnes viennent, quel âge elles ont, toutes les questions pour un peu déterminer le profil type de digital nomade. On s'attend souvent à des gens de 25 ans, développeurs qui sont tous ensemble en train de travailler, misogynes, etc. Mais non, on a des gens qui ont 20 ans jusqu'à 55 ans, des gens qui ont pris soit le parcours de ne pas aller en université ou de ne pas aller en école de commerce ou de ne pas aller dans d'études supérieures et qui ont dit, moi je vais commencer à voyager à partir de maintenant. Et puis on a des gens qui ont un peu plus âgés, qui se reconnaissent dans ce qu'on essaye de chercher au quotidien dans ce genre de voyage. Et il y a des parcours vraiment intéressants. On a des gens qui sont... on a des gens qui ont écrit un bouquin pendant 30 jours. Par exemple, dans la dernière retraite, il y a des gens qui sont designers d'intérieur, il y a des architectes, donc c'est vraiment tout type de profil. Exactement, ouais. C'est pas que tech. Il y a aussi un petit pourcentage de gens qui font tout type de métier.
Puis aussi, je pense, on parle beaucoup de digital nomade du coup, parce qu'être en remote et pas avoir de bureau, ça permet de voyager. Mais il y a aussi des générations aujourd'hui qui choisissent ce style de vie parce qu'ils ont des enfants, par exemple, et ils veulent pouvoir organiser leur vie autour de leurs enfants ou pour d'autres contraintes. Enfin, on oublie souvent qu'il y a ce côté-ci, en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est un style de vie qui est bien sur le long terme, en fait, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on aura envie de voyager et dans 5-10 ans, on aura envie d'être comme ça parce qu'on aura des enfants et qu'on voudra s'organiser autour de nous. Adrien gère une communauté avec Rodolphe Dutel qui était anciennement à Buffer, qui s'appelle Remotive, et où donc on est plusieurs à être tous les jours. Donc c'est plusieurs personnes qui ont envie d'échanger justement et qui peuvent se retrouver seules dans leur travail. Et il y a notamment certaines personnes, je pense qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont des enfants et qui ont ce mode de vie pour ça aussi, en fait. Ouais, j'allais dire, il y a aussi les gens qui sont digital nomades depuis 20 ans et qui ne savent pas qu'ils sont digital nomades aussi, qui sont en télétravail depuis pas mal d'années et qui ont... Ouais, voilà, il y a des gens qui sont digital nomades depuis longtemps et qui ont ce mode de vie. Après, oui, il y a eu tout depuis maintenant 5 ans. Digital nomade, c'est un petit peu le buzzword qui met un peu un nom sur ce type de personnes, mais c'est un mode de vie, je pense, qui existe depuis pas mal de temps, et que ce soit famille, que ce soit, je sais pas, tout type de personnes ou tout type de situation, ça existe depuis longtemps, je pense. Ok, est-ce que vous pouvez me parler de vos motivations ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Ouais, c'est comme je le disais un peu dans l'intro, c'était surtout c'est pas forcément pas, il y a rien de particulier qui m'a poussé à devenir nomade, en fait, c'était plus par défaut. J'avais pas envie de me retrouver dans un bureau du lundi au vendredi, et ça me paraissait compliqué en tout cas. Et du coup, c'était aller un peu chercher les alternatives professionnelles qui pouvaient exister. Et donc voilà, je suis tombé sur l'entrepreneuriat, le nomadisme. Et c'était aussi par liberté. C'est pour ça que quand on parlait un peu du mode de vie, ou en tout cas de la journée type, il n'y en a pas vraiment, parce que j'ai l'impression que l'intérêt aussi d'être nomade, c'est de pouvoir se construire une vie sur mesure. Et, par exemple, j'ai un pote de Mangrove, il travaille 2 jours par semaine. Donc lui, lundi et mardi, après il arrête. Et ça lui va très bien. Il s'est vraiment construit un mode de vie comme ça. Donc c'est vraiment... ouais, c'est vraiment par liberté et être capable en gros, à chaque fois que je dis ça, c'est ne plus avoir une vie qui s'adapte à son travail, mais un travail qui s'adapte à sa vie. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'attirait dans le nomadisme, quoi. Merci, c'est beau. De rien. Moi, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai commencé à être digital nomade parce que je voulais rendre jaloux mes amis. Et... non, quelle motivation honorable. Ouais, non, c'est quelque chose qui est dans l'ère des réseaux sociaux et tout ça. On a tous envie d'avoir la vie parfaite. Je voyage tout le temps, on regarde, etc. Oui, je le dis aujourd'hui. Toujours le cas, aujourd'hui ? Non, ça va, j'ai progressé. Donc, ouais, c'était un petit peu ce mix. Donc, je me reconnais pas dans... Je me considère pas forcément français. Je me dis pas, je vais vivre à Paris. J'ai pas cette attache forcément à un pays ou quoi que ce soit. Et un petit peu la culture de citoyen du monde, je dirais, qui m'a aussi attiré. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais il y a aussi le côté liberté et de pouvoir, ouais, vraiment, comme tu l'as dit, customiser ta vie comme tu le veux. Et il n'y a personne qui te dit, bah non, tu dois être là à 8 heures dans telle ou telle destination. Donc c'est ce petit grain de, je dirais, la cerise sur le gâteau qui fait que ça devient agréable, quoi. Et toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a attiré sur ce thème-là je dirais que c'est intrinsèque à mes activités. Donc, ce qui m'a conduit à continuer en anthropologie, c'était cette soif de l'ailleurs, je pense. Et ça rejoint certainement le voyage. Ouais, c'est le monde ne vient pas à toi, donc tu vas à lui, quoi. Et pour aller à lui, il faut voyager, il faut prendre l'avion, il faut en tout cas se déplacer, et donc rentrer en mode nomade. Il y a eu ça, et j'ai eu une autre expérience, mais qui a été assez marquante aussi pour comprendre les questions de mobilité, c'est que j'étais manager de rock à un moment. Et à la musique, très vite, sont associées les tournées.
Et donc, On dirait pas comme ça. Mais... non, et voilà. Et donc, mine de rien, tu apprends à voyager et là aussi à devoir te poser la question des formats, parce que quand tu dois prendre l'avion ou le train, etc., tu as intérêt à vivre en mode compacté. Et voilà, c'est tout ça qui a fait que le nomadisme me traverse maintenant. Toi, Lucie? Alors moi j'ai toujours aimé voyager, par contre j'ai pas vraiment choisi le nomadisme en fait, j'ai choisi Doist et la boîte et le produit Todoist que j'utilisais déjà, et c'est en commençant à m'intéresser à la boîte en fait et à postuler que je me suis rendu compte aussi que c'était une partie du travail qui forcément est un énorme avantage quand on lit ça. Et après, c'est vrai qu'au début, je vais être honnête, quand on démarre, il y a aussi le côté est-ce que je vais y arriver? Moi, j'ai démarré un nouveau travail et tout de suite, je suis partie en Asie. Et il y a le côté est-ce que je vais réussir à travailler? Est-ce que réellement je vais arriver à me structurer? Enfin, comment est-ce que ça va se passer? Et au final, ça se passe très bien, ça s'est très rapidement très bien passé. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment choisi ce style de vie à la base. Et maintenant, tu dis que tu réussis, vu que tu te posais la question avant, est-ce que tu allais y arriver? Là, ça y est, tu as pris le pli. Dès le début, en fait, c'était très naturel dans le sens où moi, j'aime bien travailler toute seule. Enfin, j'aime bien pouvoir me concentrer. Je travaille avec une équipe au jour le jour. Je gère des équipes, donc à distance. Mais il y a tout ce côté, si j'ai besoin d'être concentrée sur une tâche, il n'y a personne comme dans un open space en fait, et c'est ça qui m'avait vraiment... j'avais eu beaucoup de mal en open space, c'était quelqu'un qui vient toutes les 2 minutes me taper sur l'épaule pour quelque chose, et je trouvais ça vraiment très dur à travailler et se concentrer. Donc c'est vraiment ce côté-ci qui m'a beaucoup plu, et le côté aussi voyager, je trouve que c'est beaucoup plus facile, même si ça en étonne certains, de faire son travail quand on est dans un pays à l'étranger et qu'on sait qu'après on va aller à la plage directement. Enfin, il y a quand même. Ça a l'air difficile. C'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi pourquoi t'as pas envie d'aller à la plage tout de suite? Déjà parce que j'aime bien ce que je fais, et ensuite parce que c'est une motivation en plus de se dire après mes 8 heures de travail, je file à la plage quoi. Et tu parlais de manager une équipe à distance. Concrètement, comment ça se passe? J'imagine avec un décalage horaire. Alors, il y a quelques règles. Déjà, nous, il n'y a jamais d'urgence. Donc, on travaille sur un logiciel. La seule urgence, c'est si le logiciel arrête de marcher à un moment. mais c'est vrai, on peut pas s'attendre à ce que les gens répondent tout de suite. Et c'est aussi pour ça qu'on avait, à la base, on utilisait Slack. Et en fait, ça ne marchait pas pour nous. Parce que sur Slack, on est notifié en permanence. Et comme l'outil fonctionne par chaîne, en fait... ce qui était difficile, c'était qu'on allait démarrer un sujet dans une chaîne, on allait commencer à parler d'un sujet, par exemple le design d'une nouvelle fonctionnalité. Et donc le designer qui est à Taïwan démarre la conversation. Entre-temps, donc, l'Europe ajoute des commentaires. Puis derrière, il y a le marketing qui commence à discuter, donc qui se réveille aux États-Unis, qui commence à discuter de exactement qu'est-ce qu'on va écrire sur cette nouvelle fonctionnalité, quels sont les messages qu'on va passer. Et le designer, il va se réveiller, il arrive et en fait, sa conversation, elle est perdue. Donc ça a été un peu compliqué. Donc on a créé notre propre outil qui est plus structuré et qui permet de... Si moi, je suis déconnectée pendant une semaine, je reviens, je vais rien avoir loupé. Et ça me permet aussi, si j'ai envie de me concentrer pendant une demi-journée sur quelque chose, je vais rien louper. Donc il y a le côté avoir les bons outils. Et il y a vraiment ce côté, je le redis, mais pas d'urgence, quoi. Enfin, moi, je m'inquiète pas si personne m'a répondu dans les 24 heures, quoi. Si au bout de 24 heures, j'ai pas de réponse, je commence à me dire, bon, je vais relancer. Mais on s'organise vraiment comme on veut, on structure comme on veut, et on doit respecter, entre guillemets, que c'est ce que les autres font. Et on a quand même des deadlines, on a quand même... Donc, c'est toute une organisation. Super, du coup, on a déjà pas mal discuté sur les préjugés. Est-ce qu'on peut revenir sur un préjugé qu'on entend? C'est être nomade, ça coûte cher, puisqu'on associe ça au voyage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être si vous avez des budgets, comment ça se passe? Ouais, après, ça dépend aussi d'où on vit à la base. Par exemple, si on est... je vais prendre l'exemple de Paris, parce que je viens de Paris, je viens de banlieue parisienne. Ça coûte moins cher de voyager que de rester à Paris. Que de payer un loyer à Paris.
Non, c'est vrai. De vivre à Paris, c'est-à-dire aller dans un coworking, etc., ça coûte plus cher, par exemple, que de voyager, par exemple, en Asie ou des choses comme ça, et d'avoir le même style de vie ou même un style de vie un peu mieux. C'est-à-dire que, oui, généralement, on pense que les billets d'avion, c'est super cher, mais il y a 3-4 sites qui nous permettent de... vu qu'on n'a pas de contraintes de temps, on n'est pas forcément obligé de voyager pendant des vacances ou des choses comme ça. On peut vraiment s'ajuster et prendre un billet d'avion qui est moins cher. Où il y a aussi des deals, c'est-à-dire les compagnies aériennes font des erreurs sur les prix. Donc tout ce genre de... C'est vrai, hein. Ça s'appelle secretflying.com. Voilà, donne-nous les sites. Secretflying.com et scottshipflight.com. Et en gros, eux s'occupent de, justement... Blacklisté après ça. Non, ils s'occupent de gérer et de trouver tout ce qui est deal ou des erreurs humaines quand les gens rentrent les prix dans les compagnies aériennes. Donc tout ce genre d'outils additionnés permettent d'avoir... ils sont tous tout le monde en train de noter. Est-ce que c'est la même chose que les voyages de Léo ou c'est comme voyage pirate? Voyage pirate, hein. C'est un peu le même principe, mais vraiment global. Du coup, ça nous permet d'avoir des prix... donc tous ces genres de prix permettent d'être, par exemple, divisés par 2 ou par 3. Donc forcément, au bout d'un moment, le voyage ne coûte pas si cher que ça. C'est légal? Non, c'est légal. Non, tout est légal, ce qu'on dit ouais, ici. tu peux noter, c'est légal. Mais ouais, carrément. Bah, après, c'est un peu comme partir en vacances, en fait. Enfin, c'est comme tout. C'est très relatif. Enfin, ça peut te coûter hyper cher de voyager, comme ça peut te coûter moins cher. J'ai l'impression qu'il y a 2 intérêts principaux dans le voyage au niveau financier, on va dire. C'est que d'une part, en étant nomade, en fait, tu vas être capable d'aller, typiquement ce que fait par exemple Lucille, c'est d'aller chercher des boîtes qui sont aux États-Unis, par exemple, et donc qui vont avoir des salaires qui sont supérieurs à ceux de la France. Donc c'est sans même bouger, en fait, tu vas pouvoir augmenter ton niveau de vie sans commencer à voyager, parce que tu vas aller chercher des salaires qui sont bien plus importants dans des boîtes qui sont par exemple à San Francisco, en Silicon Valley, et te retrouver avec des multiplicateurs assez incroyables. Donc tu vas monter ton niveau de vie sans même bouger. Et en plus, après, tu peux aller aussi chercher des pays qui sont moins chers. Globalement, là, c'est pas très compliqué de trouver un pays qui a un niveau de vie moyen inférieur à la France, en tout cas à Paris, et de se retrouver dans des villes. On peut vivre comme un pacha avec pas grand-chose dans certains pays asiatiques, par exemple, ou en Amérique du Sud. Donc ça dépend. Est-ce que si tu veux t'installer là-bas, ça va le faire. Si tu veux t'installer à New York ou à San Francisco, ça va être plus compliqué. Et il va falloir t'arranger autrement. En tout cas, si tu veux garder un voyage, on va dire, pas cher, quoi. Tu manges des pâtes, quoi. Mais voilà, c'est assez relatif. Ouais. Ok, on a un deuxième préjugé, c'est la gestion administrative. Personne ne veut répondre, ça a l'air très compliqué en fait. Ce qui est un peu compliqué en fait, c'est que c'est pas un mode de vie qui est répandu, donc que ce soit en France ou ailleurs, on va dire, c'est un peu compliqué en fait d'expliquer ce qu'on fait, comment on travaille et de gérer tout ça. Après, la bonne option, c'est de prendre un expert comptable. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais non, c'est pas facile. Après, il y a des outils aussi qui se créent en ligne qui permettent d'aider. Je crois que c'est Fred de la Compta, non ? Ouais, qui aide. Donc, il y a aussi, enfin, c'est tout un système. Il y a tout un système qui est en train de se créer, en fait, et qui vient combler ce manque en fait de l'administration française notamment. Et donc il y a un certain nombre d'outils qui aident en ligne. Il y a des espaces de coworking. Moi, le mien, c'est ce qu'ils proposent. Ils font venir une demi-journée par mois un expert comptable. C'est gratuit. Enfin, j'ai souvent vu ça dans les espaces l'espace de coworking. Donc disons que c'est une contrainte, c'est une habitude à prendre, mais après c'est pas ça qui va empêcher ce mode de vie. Moi, je ne peux pas parler de mon cas, mais c'est l'histoire plutôt, le témoignage d'un copain qui, lui, ça fait... le terme n'existait pas. Ça doit faire 15 ans qu'il circule dans le monde. Il est écrivain. Et il ne vit que dans des hôtels de 10 mètres carrés, vraiment pas cher, parce qu'il n'a pas beaucoup de pognon, plutôt en Asie. Et sa difficulté, en fait, c'est effectivement le retour à un moment. Parce que là, il commence à en avoir marre de ce mode de vie. Donc à un moment, on peut s'essouffler, en fait. Hein. Et là, le fait qu'il ait quitté la France pendant très longtemps se retrouve dans un vide juridique qui fait qu'il est obligé de réamorcer des droits
et qu'il arrive en fait dans une fragilité économique qui est telle qu'il est dans une situation de précarisation qui est délicate quand même. Donc effectivement, ça peut être des choix qui peuvent procurer un sentiment de liberté. Je pense qu'il est important aussi d'anticiper le retour. Et sachant que le coût de la vie au Vietnam n'est pas le même que quand on revient en France, et là la claque elle est forte. Surtout quand tu as toujours été habitué à être dans une forme d'agilité, de vivre à l'hôtel, etc., et que tu reviens et que tes potes, eux, sont restés, mais ont leur appartement, leur voiture, et là tu reviens, t'es à poil. Voilà. Non, j'allais rebondir sur le côté administratif, c'est-à-dire aujourd'hui, le digital nomade, c'est un mode de vie qui a tellement avancé par rapport au système qui est proposé par chaque pays, qui fait qu'on a des problèmes. Par exemple, en Thaïlande, ils ont eu énormément de problèmes avec une grosse arrivée de digital nomade à Chiang Mai, qui est une ville au nord, qui a causé énormément de problèmes parce que les autorités locales ne savaient pas comment répertorier ce type de personnes. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas sur le pays pour des gens qui sont thaïlandais, ils travaillent à l'étranger, donc est-ce qu'ils sont... Donc c'est énormément de complications qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu une zone grise où on peut en profiter ou pas. Ça dépend. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Mais il me semble d'ailleurs que la Thaïlande, c'est le premier pays il n'y a pas longtemps qui a lancé un visa pour les digital nomades, justement. Donc c'est intéressant, c'est une première démarche venant du pays pour dire aux gens, venez, nous on saura, entre guillemets, ce côté administratif et on pourra le prendre en charge. Donc c'est intéressant. Je reviens aussi sur un préjugé qu'on a vu tout à l'heure, c'est la solitude. Vous en avez pas mal parlé, mais comment le vivent vos proches en fait finalement ? Est-ce que c'est facile ou pas ? Moi j'ai perdu tous mes amis, pour ainsi dire. Non, tout le monde rigole. Tout le monde rigole, c'est triste. Pour les simples et bonnes raisons qu'ils ne comprennent pas ton mode de vie. C'est-à-dire tu es à l'étranger, ils se disent... Ok, il m'oublie, ou je sais pas, je ne saurais pas le décrire, mais c'est le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que je suis parti pendant 6 mois au début, en Asie, et quand je suis revenu, tout le monde me faisait un peu la tête en disant tu m'as pas donné de nouvelles, t'as pas été... Tout ce genre de choses où tu sais pas comment réagir, et au final, tu te retrouves à réexpliquer ta vie à tout le monde, les gens ne comprennent pas forcément, et ça amène cette complication qui fait que, oui, j'ai perdu certaines personnes, après j'ai appris à perdre des gens, j'ai appris à perdre des amis et à en trouver d'autres qui sont plus dans mon état d'esprit et qui sont capables de me tirer vers le haut et pas de me pousser vers le haut et ne pas me tirer vers le bas. Donc je dirais oui, c'est aussi une transition à apprendre à se connaître et tout ça, et apprendre à se connaître, des fois il y a aussi le côté social où tu changes d'amis, quoi, tout simplement. Mais c'est pas négatif ni positif, je sais pas, c'est mon petit grain de sable. On a aussi une question par ici. Est-ce qu'on peut peut-être terminer ? Ouais. Oui, excusez-moi, c'était juste pour rebondir, je veux surtout pas jeter l'opprobre sur Arthur, mais quelle est la définition du coup de citoyen du monde là-dedans ? Parce que si c'est juste en fait pour les digital nomades de profiter d'un déséquilibre des devises qui est en notre faveur, je veux dire un Indien développeur par exemple, pour lui être digital nomade, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Eh ben, j'en ai rencontré un. Oui, non, mais il ne pourra pas le faire partout, comme justement vous le souleviez auparavant, Adrien aussi. Donc c'est peut-être plutôt Stéphane qui pourrait y répondre, même si c'est plutôt une question de sociologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme qui pourrait se retourner contre l'idée d'être nomade Oui, non, mais c'est pour ça que... au départ, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que j'évoquais la question des migrants. C'est pour ça que j'évoquais la question des détacheurs, des travailleurs détachés. Et c'est pour ça que j'évoquais aussi, quelque part, une tentation qui peut être complexe, qui est une forme d'individualisation de nos pratiques. Où cette planète, en fonction de ses intérêts, ses richesses, serait consommable, mais que, n'étant pas citoyen du lieu qu'on visite, on n'a pas de compte à rendre, entre guillemets. Donc ça pose plus fondamentalement la question du contrat social des digital nomades, philosophiquement parlant. Hein. Donc effectivement, je pense que l'enjeu serait
dans ce monde qui se globalise et qui se mondialise, permettent d'offrir à tous les peuples cette ressource qui, on l'a bien vu, n'est pas une question de génération, mais une question de choix de vie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, en raison d'une forme d'inégalité, qui font que certaines populations n'y ont pas droit, tout simplement parce que la contrainte est beaucoup plus forte. Donc, c'est pour ça que ça me permet de rebondir sur un principe d'égalité, un principe de républicain. C'est que dans la République, il y a 3 notions. Il y a la liberté. Donc effectivement, il faut qu'on retrouve cette liberté de mouvement, cette liberté de pouvoir travailler comme on l'entend, qu'on puisse desserrer le temps du travail, etc. Il y a aussi un autre principe qui est un principe d'égalité, c'est qu'on y a tous droit en principe. Donc comment on travaille pour donner ce droit à tous, quelles que soient ses conditions et quel que soit son travail. Et il y a un autre principe qui est le principe de fraternité, c'est-à-dire comment, dans ce déplacement tout azimut, on continue à faire société et à être ensemble et à maintenir le lien. Donc on voit néanmoins, et ça c'est plutôt rassurant, et merci pour cet exemple autour du, non pas Cambodge, mais sur la loi, la Thaïlande, c'est qu'on voit que déjà des questions d'ordre juridique sont en train de se poser pour permettre à tous peut-être de mieux cadrer ce phénomène en émergence. Voilà. Ouais, pour rebondir aussi, c'est pardon. C'est que justement, je ne sais pas si tu avais dit indien, mais j'en connais un développeur indien, enfin aussi. Il y en a un qui existe. Mais oui, il y en a des développeurs indiens. Ça faisait un peu, il y en a un. Mais c'est le mec le plus heureux du monde parce qu'il a des clients aux US et il a multiplié son salaire par 10. Et donc c'est juste incroyable parce que lui, du coup, il voyage pas. Mais c'est aussi le jeu de la globalisation. C'est d'être capable de. Enfin, comme je disais, si t'es français, tu peux aller chercher des salaires plus élevés sans bouger de la France parce que tu travailles à distance. C'est exactement la même chose pour eux. Et c'est incroyable l'avantage d'avoir Internet là-bas parce que d'un coup tu peux avoir accès au marché européen et américain et là c'est juste, enfin voilà, tu vas faire des multiplicateurs incroyables au niveau de ton salaire et te prendre un mode de vie que tu n'aurais jamais pu espérer 10 ans en arrière, quoi. Donc finalement c'est aussi le jeu, c'est un peu le jeu de la globalisation. Et oui, en effet, en tant moi je me considère super privilégié et chanceux, mais malheureusement après je voyage pas mal et je vois beaucoup de gens, et donc tu voyages dans pas mal de pays et malheureusement parfois tu te rends compte que oui, en effet, il y a des pays où c'est plus compliqué qu'en France, mais je suis super bienveillant et altruiste, mais c'est un moment où c'est pas bullshit, ou je sais plus le terme que tu as utilisé, mais malheureusement tu peux pas aider tout le monde non plus, donc oui, c'est un choix de vie et on a la chance de pouvoir le prendre et on le fait parce qu'on peut le faire. Mais ouais, malheureusement, il y a des pays où tu peux pas le faire. Mais encore une fois, c'est top pour ces pays émergents aussi parce que tu peux aller travailler avec. T'as une ouverture des marchés du monde entier et tu peux te permettre d'aller concurrencer des Américains ou des Européens sur leur propre marché et prendre le même salaire qu'eux alors que tu restes dans ton pays. J'ai un ami qui est aux Philippines en ce moment et qui organise une conférence un peu de ce type-là, mais pour expliquer aux gens aux Philippines comment travailler avec des Européens correctement et en étant freelance. Et il me dit qu'il y en a de plus en plus aux Philippines qui travaillent avec des Européens et qu'ils n'ont pas forcément des salaires incroyables pour le moment, mais ça arrive de plus en plus. Et c'est aussi une question d'éducation, d'organiser des événements, de leur expliquer comment bien bosser. Et je trouve ça... Enfin, moi, j'ai tendance à voir le positif, mais je trouve ça génial que tout le monde puisse avoir accès à Internet et bosser avec n'importe qui, n'importe où, quoi. Au-delà du voyage. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Du coup, juste si on revenait sur ce que tu disais, pardon, Arthur, sur les proches, en fait, sur comment vivent vos proches, en fait, cette situation. Est-ce que c'était triste pour toi aussi? Ouais, c'est vrai t'as tendance à perdre des gens autour de toi. Je pense que c'est un peu des segments de vie aussi. Moi, j'aime bien voir ma vie un peu en tranche, me dire tiens, pendant les 5 prochaines années, je fais telle et telle chose. Et forcément, ça inclut, au-delà du nomadisme, en fait, ça inclut des choix personnels sur ton cercle social, tes amis, ta famille. Et je pense que ça transcende un peu le nomadisme. On a tous vécu, je pense, dans cette salle, le fait de se rendre compte de certaines choses et de prendre des choix personnels ou professionnels qui font que les gens autour de toi comprennent pas forcément ou tu as changé et donc tu n'incarnes plus la même chose que ce que tu étais dans le passé. Et donc les gens autour de toi te reconnaissent plus. Et c'est une évolution naturelle de la vie, de te dire que tu ne fites plus dans certaines communautés ou certains cercles d'amis et tu vas aller en chercher d'autres. Et moi, au contraire, je trouve ça sain
et intéressant d'aller découvrir d'autres typologies de personnes pour évoluer, quoi. Mais oui, tu vas perdre des gens, je pense. C'est compliqué. J'avais une petite question. C'était plus pour à propos des salaires. Comment ça se passe du coup, est-ce que le salaire évolue en fonction du pays où tu vas? Enfin, ça paraît pas très logique, mais en même temps, quand tu vas, si tu passes de ici par exemple à San Francisco, c'est pas les mêmes coûts de la vie, et puis enfin, c'est pas les mêmes salaires en général là-bas. Donc comment ça se passe pour les salaires? Est-ce que vos salaires sont fixes, enfin, comme les salaires classiques, ou Buffer est très ouvert là-dessus, donc si ça t'intéresse, je te conseille de rechercher en ligne parce qu'ils sont très transparents sur leur salaire, donc il y a pas mal de choses. Et après, nous, on fonctionne un peu comme eux, donc nous, le salaire est quand même annexé sur la ville, mais ce qui est bien, c'est qu'on annexe ton salaire de départ sur la ville où tu es, et même si après tu déménages par exemple en Asie, mais définitivement, on va pas te baisser ton salaire. Par contre, au contraire, si tu dis je déménage à Londres ou à San Francisco, effectivement, il va y avoir une renégociation de salaire. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose... dans les entreprises qui sont comme ça, elles sont très flexibles, elles font beaucoup confiance à leurs employés. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, elles ne sont pas forcément au courant de comment tout ça fonctionne dans ton pays. Donc, tu peux aussi en discuter avec eux. Quand tu signes ton contrat, tu as une offre de base qui est annexée sur ton pays. Et après, bien sûr que tu peux en rediscuter si toi, tu trouves qu'au final, en fonction des cotisations que tu payes, de la vie, du coût de la vie, tu peux en rediscuter. Mais après, en général, oui, je pense que certaines boîtes peut-être modifient ton salaire en fonction du pays où tu vas et peuvent le baisser. Nous, on ne le fait pas parce qu'on ne trouve pas ça très bien du point de vue de l'employé. Mais donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Oui, merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu dis quand tu voyages où tu es à ton employeur? Oui, ils le savent déjà parce que c'est des informations qu'on aime bien partager entre nous. On aime bien partager des photos d'où on travaille et aussi sur les réseaux sociaux parce que pour l'image de l'entreprise et le recrutement, c'est aussi une partie importante du travail. Donc oui, ils sont au courant. Excusez-moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous prévoyez d'aller dans un pays? Enfin, comment vous choisissez le pays où vous voulez aller? Et combien de temps vous prévoyez d'y rester? Et combien de temps vous y restez vraiment, à peu près? Je dirais au début, ça a été vraiment tourné vers des pays un peu moins chers parce que ça me permettait de me lancer à moindre coût, donc éviter les grosses erreurs de voilà, je vais à San Francisco, ça va être 7 000 € dépensés dans le mois, c'est plus compliqué. Donc je dirais la première année, c'est vraiment trouver un peu, tester, expérimenter. Donc pour ça, j'ai pris des pays un peu moins chers. Et puis après, tu regardes Instagram et tu vois les belles photos et tu te dis, ouais, c'est un endroit que j'aimerais bien visiter. Après, c'est aussi beaucoup d'amis que tu essayes de retrouver ou des choses comme ça. J'allais dire un autre truc, je voulais vraiment le dire et je l'ai perdu. Non, du coup, c'est vraiment... voilà, c'est ça. La première année, tu es vraiment dans le voyage assez rapide, c'est-à-dire tu as envie d'en voir de toutes les couleurs, de voyager assez rapidement. Puis après, comme l'a dit Stéphane, tu as un sentiment d'épuisement à la fin. Et généralement, tu reviens à la maison pendant 6 mois. Là, tu es redégoûté et tu as envie de partir. Et là, tu voyages. Par exemple, aujourd'hui, je voyage plus lentement. Nos retraites, par exemple, elles sont de 30 jours minimum. Donc, c'est vraiment essayer de se fondre dans le pays et de ne pas être seulement un touriste qui est là pendant 2 semaines ou un week-end. Et vraiment essayer de s'imprégner de la culture locale et de découvrir le pays en intérieur et pas seulement en surface, quoi. Ok, merci. Pas de problème. Tout à l'heure, on parlait de liberté. À quel point elle est libre? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ouais, c'est une bonne question. En fait, pareil, j'ai l'impression que la liberté, c'est aussi très relatif et la définition est très vague. Je pense qu'il y a autant de définitions de la liberté que de personnes ici. T'es pas forcément... Si la question, c'est est-ce que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux, non. T'as toujours un boss, quelqu'un à qui tu dois des comptes, que tu sois employé ou freelance ou entrepreneur, t'as des clients ou un manager. Donc
Donc il y a un moment où ça a beau être quelqu'un de cool et qui te laisse voyager, à un moment il attend de toi que tu travailles aussi. Donc au niveau professionnel, non, tu peux t'organiser comme tu l'entends et ça c'est cool. Mais il y a un moment où, en fait, on va dire que niveau professionnel, t'as plus à répondre à des heures précises ou à des journées précises. Tu dois juste faire à la tâche, tu bosses à la tâche en fait. Donc si t'as une deadline dans une semaine, tu dois avoir fait telle chose. Bah, c'est à toi de t'organiser et si la veille t'as rien fait, bon bah tu vas charbonner. Mais sinon après c'est voilà, c'est vraiment savoir s'organiser professionnellement. Mais si tu dois rendre des comptes à quelqu'un, c'est pas la plage quoi. Et niveau personnel, bah après c'est moi pour revenir sur cette définition, c'était vraiment être capable d'organiser ma vie comme je l'entends et vraiment au feeling et de m'écouter de plus en plus. C'est ce que je fais, j'essaie de faire de plus en plus et de me dire tiens là j'ai vraiment pas envie de bosser. Par contre j'ai très très envie d'aller courir dans la forêt à côté ou d'aller méditer à la plage et je le fais. Et du coup c'est quand même un plaisir d'être en capacité de pouvoir faire ça dans sa vie et une chance assez incroyable. Mais voilà, pour moi la liberté c'est vraiment dire faire ce que j'ai envie, sentir vraiment m'écouter et faire ce que je sens que j'ai besoin de faire. Moi, sur la question de la liberté, je ne sais pas si c'est la liberté qui m'anime. C'est plutôt en tout cas, nous, au garage, on parle d'autonomie. On parle d'autonomie, mais parce qu'on le dit en blaguant, on dit on est un garage auto, on travaille sur l'autonomie, sur l'autoconstruction et l'autodérision. Donc c'est ça ma liberté en fait. Hein. C'est de pouvoir, je dirais, m'équiper, acquérir des ressources, transmettre des moyens et des ressources pour que les gens puissent s'autonomiser, mais vraiment dans un souci d'émancipation. C'est moins la question de la liberté qui m'anime que la question de l'émancipation. C'est comment, en quelque sorte, je sors des tutelles dans lesquelles on est enfermé pour pouvoir véritablement s'émanciper et gagner en autonomie. Donc c'est ça mon moteur. C'est marrant parce que Adrien m'avait déjà posé cette question et je crois que j'avais répondu c'est la liberté de vivre en fait. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment la liberté de faire un travail à fond que j'aime énormément quand je travaille. Et la liberté aussi, quand j'ai pas envie de travailler, de ne pas rester 3 heures devant mon ordinateur à rien faire et de sortir. C'est la liberté de privilégier mes proches, si j'ai envie de privilégier mes proches, de privilégier ma santé. Enfin, il y a vraiment... c'est tout ce côté liberté. Alors bien sûr, la manière dont je le dis, c'est la vie en rose et c'est pas le cas tous les jours. Des fois, il y a quand même des tâches qu'il faut faire qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on les aime pas trop et on les fait quand même. Et ça fait partie aussi d'avoir un travail, et comme disait Adrien, d'avoir une équipe qui dépend de nous, d'avoir un boss. Mais c'est vraiment cette liberté de choisir, en fait. Quand je travaillais en agence, j'avais vraiment l'impression d'être... esclave de mon travail, c'est horrible de dire ça comme ça, mais je travaillais tout le temps, je pensais à mon travail, je pensais à mes clients en permanence, et aujourd'hui c'est pas le cas. Quand j'arrête de travailler, je pense pas à mon travail, c'est que ce soit pour 1 heure ou que ce soit jusqu'au lendemain, j'y pense pas, et donc je trouve que c'est vraiment une chance. J'avais une question sur les visas pour travailler. Est-ce qu'on pouvait rester avec un visa touristique ou passer par des visas professionnels du coup pour des moments comme ça? Pas du tout. Visa, dans la plupart des pays que j'ai fait, je suis resté en visa touriste. On a la chance, la France, d'avoir des relations assez cordiales avec un peu tous les pays dans le monde. Donc tu peux généralement avoir 90 jours dans un pays ou par exemple au Canada c'est même 6 mois. Donc pour ma part ça a été vraiment voyager en tant que visa touriste la plupart du temps. Ce qui est quand il pense illégal si on le prend au pied de la lettre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la zone grise. La Thaïlande a fait un effort, je pense que d'autres pays suivront. Bonsoir, ma question s'adresse principalement à Lucille. Donc tu bosses dans une boîte qui est complètement éclatée au niveau mondial. Le fait de ne pas être en interface directe au quotidien, même quasiment jamais avec qui que ce soit, de façon physique, est-ce que c'est pas en fin de compte, en tout cas dans une certaine mesure, une entrave à la productivité collective, à la communication avec le reste de ta boîte?
Là où tu peux, quand tu retrouves des gens dans un bureau chaque jour, ou même de façon régulière et de façon hebdomadaire, communiquer, donc peut-être mieux organiser le travail, quoi. C'est une question intéressante, surtout que nous, du coup, notre outil, c'est un outil de productivité, donc c'est forcément une question qu'on doit se poser au jour le jour. Et je vais être honnête, il y a des jours où je me pose la question, je me dis, tiens, bah non, mais c'est vrai, si j'avais cette personne en face, est-ce que ça aiderait pas ? Après, ma productivité personnelle, ça n'a rien à voir par rapport à quand j'étais en agence. C'est-à-dire que quand je fais 8 heures, je fais 8 heures en fait. C'est comme ça que j'organise ma journée. Et je ne vais pas les faire tout à la suite, mais quand je les fais, je les fais. En agence, je ne sais pas, dans une journée de 8 heures, qui n'était même pas une journée de 8 heures d'ailleurs, mais combien est-ce que je travaillais réellement et j'étais productive. Et après, encore une fois, c'est une organisation et c'est un processus qui change en permanence. Todoist, c'est un outil qui existe depuis 2011 et qui a plus de 700 000 utilisateurs actifs dans le monde. Donc c'est un outil qui marche très bien et je peux donner aussi l'exemple Les pitchs, ça sera pour après. Non, mais je peux aussi donner l'exemple de Basecamp, qui est pas ma boîte et qui a énormément d'utilisateurs. Alors je sais plus combien, peut-être que Adrien sait. Mais c'est des boîtes en fait qui fonctionnent super bien et qui sont en remote. Et donc ça pose quand même la question de est-ce qu'on n'est pas mieux en remote, quoi. Alors après, dire que je me pose jamais la question, ce serait pas vrai. Je me la pose. Mais au jour le jour, j'ai l'impression qu'au niveau de la productivité, et personnelle et pour l'équipe, on a créé une structure qui permet d'être vraiment productif et on l'améliore au jour le jour en fait. Et donc votre principal outil de communication au quotidien, c'est Twist, c'est ça? C'est votre. J'ai cru comprendre que c'était pas Slack. Oui. Comment vous communiquez au jour le jour? Oui, alors ça va pas forcément être évident d'expliquer pour des personnes qui connaissent pas Slack, mais pour essayer d'expliquer rapidement. Donc Slack, vous avez des chaînes. Et par exemple, quand vous êtes une agence et que vous avez des clients, vous avez une chaîne par client. Et si vous voulez faire des chaînes client design, client A design, client B design, etc., vous vous retrouvez rapidement avec des centaines de chaînes et des centaines de notifications. Nous, Twist, en fait, l'outil est séparé donc en messages. Donc c'est ce qu'on appelle messagerie en temps réel. Des messages directs, où là on peut envoyer un message directement à une personne et bon, elle nous répondra quand elle nous répondra, mais c'est plus propice à la discussion en temps réel. Et ensuite on a une interface en fait où on a des chaînes comme Slack, et en plus des chaînes on a rajouté ce qu'on appelle des threads, donc qui sont à l'intérieur d'une chaîne. On va avoir des topics, donc ça se présente comme des emails en fait. Et en fait, par exemple, moi, quand je démarre un projet pour une fonctionnalité, je vais créer brief design pour la fonctionnalité A, par exemple. Et toutes les informations qui sont là-dessus, elles vont être là-dedans. Et en fait, on a une inbox, exactement comme dans les emails. Et quand moi, je me réveille le matin, je vais voir tous les topics sur lesquels je dois donner mon avis. Et en fait, donc il y a aussi la chaîne indiquée dans laquelle ça se trouve, etc. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais l'outil est basé sur le fait qu'on peut communiquer de manière asynchrone, en fait. Et donc le but, c'est vraiment chacun communique quand il veut communiquer et quand il est prêt à communiquer, avec bien sûr un certain respect pour les personnes avec qui on travaille. On ne va pas donner de nouvelles pendant une semaine. Ça marche pas non plus, sauf si on est en vacances. Donc voilà, donc c'est un outil qu'on a créé pour nous, parce qu'on avait ce besoin qui marche bien pour nous et qu'on a commercialisé en juin à d'autres équipes. Voilà. Okay, merci. Et si on peut parler peut-être du futur, est-ce que vous voyez des tendances? Et Stéphane, est-ce que finalement chaque salarié ne sera pas confronté à être nomade? Comment ça se passe? Moi, j'aurais une vision un peu plus pessimiste. Moi, je suis là, j'ai envie de plomber, moi, ce soir. Là, c'est depuis le début, je me suis dit. Non, ou en tout cas, il n'y a pas qu'une ligne, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a des activités qui vont pouvoir se dématérialiser en partie et qui répondront à tout ce qu'on s'est raconté là.
avec notamment des gens qui sont équipés pour pouvoir numériquement continuer à être reliés quand même et connectés. Ça, c'est une des parties sympathiques, au sens où eux seront équipés pour pouvoir peut-être vivre comme ils l'entendent, en harmonie avec eux-mêmes, dans un espace-temps qu'ils ont choisi. D'autres, à mon sens, vivront sous contrainte, et elle va être encore plus forte. Et donc, le risque auquel on pourrait être confronté, c'est un déchirement, en fait, de la société avec ces gens qui, justement, ont le choix de pouvoir vivre leur vie comme ils l'entendent, et d'autres qui, au contraire, deviendront totalement soumis. Et c'est ça qui m'inquiète. Et ça me permet de rebondir sur la question qui nous était posée autour des citoyens. C'est justement cette fracture qu'il faut essayer de compenser. Avec une réflexion qui va au-delà d'une approche purement individualiste. Je me fais plaisir et je vais consommer le monde. Et voilà. Mais c'est pas pour toi que je dis ça, hein, ni pour toi. Hein. Non, j'ai compris. Tu nous aimes pas, c'est pas grave. Moi, je vais apporter le côté positif, je vais dire. Il y a une grosse tendance aux US. On voit de plus en plus de gens qui travaillent en télétravail, donc de chez eux ou en voyage. Et j'aime à penser que les gens auront l'option de se dire, bah voilà, moi j'ai envie d'avoir une vie un peu plus tournée vers moi-même, et pas forcément égoïste, mais plus voilà, apprendre à me connaître et vraiment essayer de comprendre la vie et essayer les choses et expérimenter. Et pas avoir seulement l'option de, bah voilà, après les cours, tu es obligé d'aller en université ou en école supérieure, mais vraiment la possibilité d'avoir voilà, différents types d'apprentissage pour différents types de personnes. Et c'est une tendance qui, aux États-Unis, est très forte et qui commence à arriver un peu dans le monde. Il y a, je crois, 66% des freelances aux États-Unis travaillent en télétravail, donc c'est forcément quelque chose qui va arriver dans le monde. Et c'est plutôt pas mal pour les gens qui... C'est sûr que ça va prendre du temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Des gens, par exemple, au fin fond du Vietnam, faire du soja en remote, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure, forcément, tous ces genres de métiers vont commencer à pouvoir être faits en ligne et les choses vont évoluer, donc c'est intéressant. Après, je pense aussi, on parle souvent du futur dans le long terme, mais il y a aussi le moyen terme. Et il y a énormément d'entreprises. Donc, moi, je suis de Lyon à la base et je sais qu'il y a des entreprises que ça intéresse. Et on ne demande pas aux entreprises, souvent quand on me dit « Ah, mais moi, je ne peux pas faire ça dans mon entreprise », du jour au lendemain, les gens ne vont pas arrêter de travailler dans mes locaux. Bien sûr que non. Enfin, on ne vous demande pas de faire cette transition. Et à ma connaissance, il y en a sûrement. Mais je ne connais pas d'entreprises qui ont démarré dans des locaux et qui aujourd'hui sont complètement distribuées et n'en ont plus. Par contre, il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans le remote. Il y a notamment toute cette question de comment est-ce qu'on laisse les gens vraiment travailler et qu'on arrête d'être dans des open space où toute la journée on est dérangé par nos collègues. Comment est-ce qu'on design nos bureaux pour faire en sorte que ce genre de choses arrive? Comment est-ce qu'on donne un peu de liberté à nos employés? Donc il y a aussi des entreprises qui mettent en place un jour de télétravail par semaine. Et alors après, ça ne marche pas pour toutes les entreprises, mais ça peut marcher pour certaines. En remote aussi, la manière de communiquer est très importante, que ce soit en ligne ou en physique. On a aussi des réunions et ces réunions, on ne veut pas qu'elles soient trop longues. Donc la manière dont on communique et dont on dit les choses et comment on s'organise sont toutes des choses qui sont bonnes à prendre. Et la dernière chose que moi j'ai remarqué sur les entreprises qui sont en remote, c'est la culture. On a une culture qui est extrêmement forte parce qu'on fait confiance à nos employés. Donc on a des valeurs qui sont fortes, on aligne les gens sur ces valeurs, et quand on recrute, 50% du recrutement se fait sur la culture. Vous pouvez être le meilleur candidat du monde, si vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous, et on ne vous demande pas d'être exactement pareil. On a des gens qui sont différents, on a souvent des débats, mais on a tous les mêmes valeurs à la base, et ça nous permet d'avoir vraiment le sentiment d'appartenir à une équipe et de tous travailler dans un même but. Et tout ça, je pense que ce sont des choses qu'on peut mettre en place sur le court et le moyen terme dans ces entreprises, et c'est surtout ça ce qu'il faut regarder aujourd'hui et ce sur quoi les entreprises peuvent se concentrer aujourd'hui. Ouh là là. Non, mais si, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, au contraire. Mais je me dis quand même
que cette question-là, elle rencontre une question plus générique. Je pense que c'est pas que le travail qui est en train de se transformer, c'est nos sociétés, hein, nos sociétés qui sont en transition, comme on dit, et on est face à une transition numérique, on la vit actuellement, avec cette digitalisation qui est forte et qui ouvre de nouvelles opportunités. Transition dans le monde du travail, et vous en êtes le témoin, mais en même temps transition écologique aussi, hein, et qui va poser forcément la question de notre empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on peut toujours bouger un peu plus autour du monde, mais à un moment, on va être aussi confronté à les conséquences de ces mouvements, de ce mouvement perpétuel. Donc je pense que une chose est sûre, c'est que nous, individus, nous sommes en transition, et il faut l'accompagner, il faut accepter cette métamorphose. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les effets que ça peut avoir sur la société. C'est ça que je voulais dire. Hein. Et donc, j'espère avoir été plus positif. Là. C'était mieux. C'est une tentative en tout cas. C'était pas mal, une bonne tentative. Adrien, est-ce que tu veux faire un mot de la fin sur un conseil, sur un choix de vie Ça te tenait à cœur Ouais, ça me tenait à cœur. Ouais, non, c'est... Ouais, Attends, j'aime pas celui-là. T'aimes pas celui-là? Oui, c'est... Non, pas particulièrement de mot de la fin, c'est juste... voilà, comme on disait, c'est vraiment des choix personnels. Et c'est de réfléchir à court, long, moyen et long terme sur les impacts que ça peut avoir à nos choix au quotidien, personnels et professionnels, sur nos vies. Et l'idée, c'est pas forcément de vous dire qu'il faut être nomade ou que c'est le meilleur mode de vie, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui on a plus de liberté et qu'on a plus de choix qui s'offrent à nous et que c'est dommage de ne pas aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Voilà, c'est le mot de la fin. Il y a une magnifique interview de Jacques Brel, moi j'aime beaucoup, et elle est incroyable, je vous conseille de la regarder. Vous tapez Jacques Brel interview sur YouTube, elle dure une bonne demi-heure et à un moment il dit je pense que tout homme avec un grand H un jour a envie de voir ce qui se passe derrière, de l'autre côté de la montagne en fait. Voilà, mot de la fin. Merci à nos intervenants pour ce débat. On va passer à la troisième partie qui est le concours de pitch, mais avant ça je vais me tourner vers Margot Husson. Merci Margot. Qui est facilitatrice graphique, qui nous a résumé le débat, je pense, et tu peux peut-être nous le présenter. Oui, alors bonjour. Donc moi je suis facilitatrice graphique. Et j'en dis quelques mots parce que en fait je suis pas là pour prendre un compte rendu exhaustif de ce qui s'est passé, même avec des dessins. C'est vraiment mon regard que vous avez là-dessus. C'est pas exhaustif, c'est ma perception, moi ce que j'ai entendu et comment je l'ai retranscrit avec des schémas très simples et avec des mots. Alors je vais pas vous répéter tout ce qui a été dit parce que c'était passionnant et en fait j'ai noté plein de choses. Et peut-être je voulais simplement résumer en disant voilà, le digital nomade c'est quoi ? J'ai entendu moi que c'était on travaille en ligne donc on peut voyager. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est choisir son rythme de travail, retrouver sa liberté. Derrière, il y a aussi une trame de fond qui serait de s'émanciper d'un travail asservissant, un travail où on nous assigne des horaires, etc. Donc retrouver une liberté par rapport à ça et rechoisir son mode de vie, aussi découvrir de nouveaux pays, etc. Et que ça peut d'ailleurs être une nouvelle manière de fonctionner pour des entreprises avec des salariés. Donc, à voir ce que ça va devenir. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que c'est le bullshit job de demain ? C'est-à-dire quels sont les risques qui sont finalement associés à ça ? Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que un des risques, c'était de la solitude, ne plus voir personne, ne plus créer de liens. Et à ce risque est associé aussi des solutions qui ont été trouvées, se rassembler dans des hubs, se retrouver dans des lieux ressources, recréer des communautés. Donc ça se développe en parallèle. D'autres risques du type changer, perdre ses amis, qui va aussi avec se connaître soi-même et se redécouvrir et découvrir qui on est quand on n'est pas attaché à un territoire et à une communauté. J'ai entendu aussi que ça pouvait être dur de déconnecter du fait d'être en ligne en permanence. J'ai entendu que certaines personnes avaient besoin de structure, donc je pense que c'est important de bien se connaître avant de se lancer en tant que digital nomade. Qu'il y a la question de l'inertie, d'avoir des bagages, voilà, comment on vit avec quoi autour de soi.
et la question du retour à anticiper, du passage entre digital nomade et quelque chose d'autre qui peut arriver. Donc voilà, peut-être à considérer avant de se lancer. Super, merci.